Les bienfaits de la relaxation et de la méditation ne sont pas réservés aux grands. Quoi de mieux qu'apprendre dès le plus jeune âge à mieux gérer ses émotions pour devenir un adulte épanoui? L'école pourrait-elle éduquer nos enfants à la joie et au bonheur tout autant qu'aux français et aux mathématiques? Je ne veux pas dire que les enfants soient heureux dans les écoles aujourd'hui, dans l'institution scolaire telle qu'elle est aujourd'hui. Par contre, il y a de plus en plus d'enseignants qui font que les institutions changent et qui amènent aussi des expériences comme la méditation, comme le yoga, comme la philosophie, comme d'autres expériences, la communication non violente, la médiation, qui sont là pour que le bien-être de l'enfant soit bien présent dans les murs de l'école. Parce qu'on se rend compte aussi que si les enfants ne sont pas heureux, les enseignants ne sont pas heureux non plus à l'école et les parents non plus. L'éducation émotionnelle est une priorité au même titre que l'acquisition des savoirs fondamentaux. Donc ça, c'est un premier point, c'est comment j'apprends à identifier mes ressentis émotionnels. Ça nécessite de s'arrêter, de se poser, de faire des temps de pause et de se centrer sur son corps, sur les ressentis du corps. Je dirais que c'est un outil de base de l'éducation de l'être humain. Depuis plus de 15 ans, Raymond Barbry s'intéresse à la méditation ainsi qu'à d'autres techniques de relaxation, de bien-être et de gestion du stress. Partout en France, il forme des enseignants et des éducateurs, comme ici Francine, à ces précieux outils pour que les adultes de demain soient mieux adaptés à une société branchée sur 20 000 volts. Nos modes de vie font que l'être humain est en surcharge. Il suffit de prendre le nombre de burn-out dans le monde du travail, les problématiques liées à la santé par exemple. Et donc on se rend compte que nos modes de vie aujourd'hui, tant au niveau de l'alimentation qu'au niveau de la surinformation, que le fait que l'on soit noyé aussi par les outils numériques, c'est pas un rejet des outils numériques, hein. La question c'est comment on éduque à cette utilisation, font que l'être humain a perdu cette intériorité. Et là je souscris tout à fait à ce que dit Abdenour Bidar, le philosophe français, qui est aussi inspecteur général de l'éducation nationale du reste, et qui dit que nous avons besoin aujourd'hui de retrouver cette intériorité. Parce que c'est la base première du lien social et c'est la base du lien avec notre environnement. Et nos modes de vie font que les enfants aujourd'hui n'ont plus de temps de calme, de temps de pause, de temps d'ennui pour pouvoir être en connexion avec leurs ressentis physiques et de ce fait-là les ressentis émotionnels. D'où l'idée que je défends, mais je ne suis pas le seul, hein. Aujourd'hui, il suffit de lire les travaux d'Aline Snell, par exemple, Jeanne Sciuffacha en France aussi, puis ce qui est fait aussi à l'étranger, c'est d'instaurer comme outils de base fondamentaux l'éducation émotionnelle, hein, et l'éducation aussi au corps et aux ressentis corporels. Le but n'est pas d'introduire un quelconque culte dogmatique ou religieux à l'école, mais de tirer avantage de pratiques millénaires, bienfaisantes et laïques. Premier exercice, donc vous prenez la position de la grenouille, les mains sont sur la table, les yeux sont ouverts ou fermés, et vous allez porter attention à votre respiration. Je vais vous demander maintenant de penser à souffler doucement et longtemps par la bouche. On souffle doucement et longtemps, allez. Et on inspire par le nez. Et on souffle par la bouche. Doucement et longtemps, doucement, doucement, doucement. Et on inspire par le nez. Et on bloque. On souffle. On inspire. On bloque. Et on souffle. J'écoute les sons. Ça peut être les sons qui viennent de dehors. Il y a le vent, il y a les arbres. On est prêt, on recommence. Je serre les poings. Je serre les mâchoires. Je relâche. Et qu'est-ce que je sens quand je relâche? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je relâche? Très bien. Vous êtes complètement attentif à ce qui se passe dans votre corps. On met les bras le long du corps et on est bien en appui. On écarte légèrement les pieds. Jambe droite et on inspire. Jambe gauche et on expire.
Tous ces petits exercices amènent les enfants à mieux gérer leurs émotions. Je peux même donner un exemple. Ça fait 3 ans que je suis ici. Avant que je n'arrive l'année précédente, donc un enfant qui est en CE2 actuellement a tapé sur une enseignante qui était même enceinte. Donc il a fallu gérer son comportement agressif. Le premier jour de classe, de la rentrée des classes, il m'a retourné sa table. Donc petit à petit, aujourd'hui, il n'y a plus d'agressivité, il n'y a plus de colère. C'était un enfant qui pouvait envoyer, sans qu'on s'en rende compte, envoyer une trousse à travers la classe. Et tous ces gestes n'existent plus aujourd'hui. Et donc, déjà l'année dernière, on a mis 1 an pour arriver à ce qu'il arrive à gérer ses émotions, en fait. Et il arrive très bien à le faire. On pousse les enfants, ils sont à peine réveillés qu'on leur dit déjà dépêche-toi, habille-toi, lave-toi, prends ton petit déjeuner. Et donc ils arrivent déjà à l'école, ils sont énervés, ils sont pas du tout calmes. Moi je pense qu'on devrait le mettre dans nos programmes tout simplement. Avec ces exercices-là, je me sens plus calme et j'aime bien. Les exercices de relaxation, ça détend, ça me fait du bien. J'aimerais bien que ça continue. Je suis contente. Alors, je vous pose une question là. On a fait tous ces exercices, c'est l'exercice de la grenouille. Puis en fait, là, je vais vous annoncer qu'à partir de demain, c'est terminé. Est-ce que vous seriez d'accord d'arrêter ? Non. Et pourquoi ? On sera plus concentré et puis on pourra pas faire notre travail mieux et correctement. Ça vous apporte quoi alors de faire ce qu'on fait ? On écrit mieux, on fait moins de fautes, on est plus attentif à ce qu'on fait, on relit plus souvent le travail et du coup on a de meilleures notes. Ce matin on a fait une évaluation. Mathieu, tu vas me répondre. Donc juste avant, on a fait l'exercice de la grenouille. Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire cet exercice ? Ça m'a apporté du calme, j'étais plus concentrée que quand on faisait pas les exercices. Et c'est tout ? Oui. Félix ? À l'évaluation de ce matin, j'ai pas oublié mes points. Oui. Et tu n'as pas oublié tes majuscules non plus. Tu étais comment alors ? Quand on n'oublie pas quelque chose dans un exercice. J'ai été attentif. Tu étais attentif. Et les résultats sont là. À l'école primaire, comme au collège et au lycée, les bénéfices sont manifestes. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? C'est que tout est relié au niveau du corps, les pensées, les émotions, et les pensées, émotions et ressentis corporels. Ça apprend l'enfant à se stabiliser émotionnellement. De fait, il est en capacité d'apprendre. Je ne peux pas apprendre. Et ça, c'est une vraie question d'ailleurs. Comment se fait-il qu'aujourd'hui à l'école, on ne met pas ça en avant ? Parce qu'on sait aujourd'hui que pour apprendre, il y a besoin d'être en stabilité émotionnelle. Donc un enfant qui n'est pas en stabilité émotionnelle ne peut pas apprendre. Et à travers les recherches scientifiques de ces 20 dernières années, on a observé que les adultes comme les enfants qui avaient une pratique régulière, pas forcément quantitative, mais régulière, qualitative, arrivaient à mieux stabiliser leurs émotions. Et on a observé, notamment chez les enfants dépressifs, que ces enfants-là, au bout de 2 mois d'entraînement quotidien, arrivaient à stabiliser leur attention. Stabilisant leur attention, de fait, ils étaient en capacité de capter les informations et donc d'apprendre. Ça revient sur l'idée première, c'est que l'attention est la capacité première pour pouvoir apprendre. Alors pourquoi l'intériorité permet le développement de l'attention ? Parce que si je ne suis pas dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, je ne peux pas capter les informations. Et ça passe par une éducation à notre intériorité. C'est-à-dire comment je suis ici et maintenant, à cet instant, comment je me sens. La méditation, pour moi, au niveau de ma classe, ça porte beaucoup de sérénité, de calme. Les enfants prennent le temps de se poser aussi.
ne se précipitent pas sur leurs exercices, ils prennent le temps de réfléchir. Ils ont une posture sur leur chaise qui n'est pas nonchalante et ils rentrent vraiment dans le cadre des apprentissages, mais de manière sereine en fait. Pour aller plus loin, au sein de la cour de récréation, on constate de moins en moins d'agressivité. Le fait d'être calme en classe, il n'y a pas ce besoin puissant de devoir se défouler énormément en récréation. Ils sont aussi calmes en récréation en fait. Dans les expériences que je mène depuis 6 ans, c'est le collège Antoine Saint-Exupéry LM, donc collège public, où les enseignants ont été formés pour d'abord pratiquer pour eux-mêmes et ensuite pratiquer avec les élèves. Et donc c'est une expérience qui dure depuis 2 ans. Ils ont observé que, déjà moins de situations de tension dans les classes et dans le collège. Deuxième élément intéressant, c'est que les élèves qui décrochaient très vite sur le plan attentionnel, ils arrivaient à les tenir déjà au moins une vingtaine de minutes en début de course, qui est en soi relativement intéressant, parce qu'on sait aujourd'hui que les capacités attentionnelles d'un adolescent sur 1 heure de course, c'est 3 minutes. Donc là, on les avait quand même plus de la moitié du cours présent à nous. Plus largement, c'est tout le système éducatif qui est en train de se transformer. Comme le montre le documentaire Une idée folle, de nombreuses écoles expérimentent, testent et évaluent des techniques pédagogiques qui prennent en compte les lois naturelles de l'enfant. On pourrait dire que là, effectivement, l'éducation nationale aujourd'hui, tout le monde parle d'un mammouth, mais ce mammouth, il a plusieurs pattes. Et si on considère que les pattes sont les académies, par exemple, dans les académies, il y a des inspecteurs aussi qui sont sensibles à cette question-là du renouveau éducatif en général et qui donc facilite l'introduction de ces pratiques-là. Et pendant des années, c'était extrêmement difficile. Et de façon magique, aujourd'hui, depuis 2 ans, on commence à introduire des méthodes comme la communication non violente, la médiation, et aussi donc, des pratiques qui étaient avant considérées comme exotériques, donc qui ne devaient absolument pas franchir le mur de certains cercles fermés, et aller surtout pas à l'école. Donc aujourd'hui, c'est possible. Alors pourquoi ? Moi je pense qu'il y a un réveil et un éveil général, qu'on peut dire, qui concerne tous les domaines, y compris celui de l'éducation. Moi je vois le cheminement qui a été fait en 5 ans, c'est extraordinaire. Moi en 5 ans, j'ai formé plus de 1500 enseignants, plus de 200 chefs d'établissement. Les collègues qui font le même type d'intervention que moi sont aussi dans ces données-là. Donc, de mon point de vue, il y a 5 ans, je disais, dans 5 ans, on pourra en parler sans crainte. Je pense qu'on y est. Il y a encore quelques freins qui sont plutôt au haut niveau institutionnel, mais c'est la base qui fait bouger les choses. Moi, j'ai des enseignants qui sont inspectés, qui les IEN leur disent, mais surtout continuez. Donc, de mon point de vue, là, la bascule est faite, le changement est en place. Dans 5 ans, je pense que tous les enseignants feront ou du yoga, ou de la sophrologie, ou de la méthode Vitos, ou de la gestion mentale, ou de la méditation. Ils diront, on fait 5 minutes de méditation, et ça ne posera plus aucun problème, au même titre qu'on fait de l'éducation physique. Je suis pour que le système change, qu'il y ait une véritable révolution, en sachant que cette révolution peut ne pas être violente. En sachant qu'on n'est plus dans le temps des barricades, on est dans un moment où la révolution est aussi une révolution intérieure. Et que donc la véritable révolution, elle arrive, elle advient surtout à l'intérieur des personnes et les enseignants. Donc il y a un changement qui est en cours chez les enseignants qui sont de plus en plus conscients de cette question du bien-être et de la joie, la leur et puis celle des enfants. C'est un changement qui est inéluctable. Et donc, je pense que ça vaut la peine aussi d'aller regarder un peu de près qu'est-ce que c'est, ces changements-là. Une école où, par exemple, comme les écoles démocratiques, les enfants les plus petits vivent au quotidien avec aussi des adolescents qui cohabitent, mais parce que l'école est un espace éducatif où on donne cette confiance, les enfants sont dans une liberté d'expression, et il y a quand même un cadre qui est réglementé par cette communauté ensemble, tous ensemble, adultes et enfants. C'est juste des exemples à montrer des enfants et des enseignants qui sont heureux d'aller à l'école. Ça arrive, hein? Ça arrive des enfants qui disent « Oh non, il y a les vacances. Oh. » C'est possible. On peut garder l'espoir et que nous sommes effectivement dans un moment de changement
où il y a des tensions qui sont là et qui sont évidentes, mais cet horizon assez éclairé et beau et joyeux, il est là. Il est déjà là. Je le vois et on le voit. Mais au final, ce qu'intègrent ces établissements, c'est surtout plus de douceur, d'écoute et de compréhension. Mmh.